Bonjour à tous, chose promise, chose due, aujourd'hui on s'attaque à la suite de Blade Runner 2049, sorti l'année passée, ou 2017, pour les gens qui ne regarderaient pas cette vidéo en 2018. Bref, les dates sur YouTube ça veut pas dire grand chose. Bref, cette fois Ridley Scott cède la place de réalisateur à Denis Villeneuve. Et normalement je ne donne pas mon avis sur les films que j'analyse, mais je tiens juste à préciser que, selon moi, Villeneuve a tout compris à Blade Runner premier du nom. Que ça soit l'ambiance, les thématiques abordées, les symboles, tout retrouve sa place dans ce second volet. Et le mieux dans tout ça, bah le bonhomme il sait comment on fait une bonne suite. A mon sens, une suite se doit de respecter l'héritage des précédents films tout en apportant une dose de nouveauté. Et c'est exactement ce qui ressort de ce Blade Runner 2049. Un respect total de l'œuvre précédente mais qui parvient à apporter de nouveaux questionnements et des atmosphères inédites. Ok, bah ça annonce du bien tout ça, non? Y'a personne. Alors résumons rapidement mais sûrement le scénario de Blade Runner 2049. Comme d'habitude, pour passer directement à l'analyse du film, vous faites sauter à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti. Nous sommes en l'an 2049, sans blague. Et alors que la civilisation humaine a survécu de peu à une catastrophe écologique majeure, les nouveaux modèles de réplicants, des êtres mi-humains, mi-machines, mi-clones, servent toujours d'esclaves à la société. Malgré tout, il reste toujours quelques anciens modèles récalcitrants qui ne souhaitent pas se soumettre aux humains. Et c'est au Blade Runner d'éliminer toute menace que ces modèles pourraient représenter. Blade Runner qui, cette fois-ci, sont eux-mêmes des réplicants. Et c'est dans ce contexte qu'on découvre l'agent K, interprété par Ryan Gosling, qui, au cours d'une mission d'élimination, découvrira une boîte dans laquelle reposent les ossements d'une femme réplicante, décédée des suites d'une césarienne. Ce qui est totalement invraisemblable, puisque ces machines ne sont normalement pas conçues pour se reproduire. Le lieutenant Joshi, la supérieure de K, lui confiera comme mission de supprimer tout indice pouvant mener à cette découverte, car elle craint une révolte si pareil miracle venait à se savoir. L'enquête de K le mènera au siège de la compagnie qui fabrique les réplicants, dirigée par Neander Wallace. Grâce aux archives de la société, il identifie les ossements de la réplicante enceinte comme étant ceux de Rachel, celle-là même qu'avait côtoyé Rick Deckard dans le premier film. Wallace, souhaitant plus que tout trouver un moyen de reproduire les réplicants à volonté, demandera à son assistante, une réplicante répondant au nom de Love, de suivre K. L'enquête de K se poursuivra et découvrira une date inscrite près de la tombe de la femme. Cette date, K la connaît très bien, et pour cause, elle fait partie de ses souvenirs d'enfance, car il possédait le jouet d'un cheval en bois sur lequel est inscrit cette date. Ok, c'est bien beau tout ça, mais il y a un problème. Pourquoi? Car les souvenirs des réplicants sont censés être des créations implantées dans leur mémoire afin de leur donner un semblant de personnalité humaine. K poursuivra donc ses recherches et trouvera un orphelinat en dehors de Los Angeles, orphelinat dans lequel le patron exploite des enfants. Souhaitant confirmer ses souvenirs, K trouvera le cheval en bois où il se souvient l'avoir laissé. Il ira voir le docteur Anna Stelling, spécialiste de la création de souvenirs, qui lui confirmera que ces derniers sont vrais et n'ont pas été fabriqués. K, perdu, ratera son test de validation de réplicant auquel il doit se soumettre quotidiennement. Il dira alors au lieutenant Joshi que sa mission est un succès et qu'il a éliminé l'enfant. Sachant qu'il sera de toute façon pourchassé et s'étant attaché à son agent, elle lui donnera 48 heures pour fuir. K en profite pour faire analyser le cheval en bois et les radiations présentes dessus confirmeront qu'il ne peut provenir que d'un seul lieu, l'ancien Las Vegas. Une fois sur place, il retrouve notre très cher Rick Deckard, qui lui avoue que l'enfant de Rachel est effectivement le sien et qu'il a préféré les protéger en les abandonnant. Les agents de Wallace arrivent et Love kidnappe Rick, laissant K mourant. Ce dernier se fera recueillir par des réplicants rebelles qui lui expliqueront qu'ils veulent montrer l'enfant de Rachel au monde afin de les libérer de l'esclavagisme. Suite aux révélations de Freza, la chef des rebelles, K comprendra qu'il n'est pas l'enfant de Deckard et en assemblant les pièces du puzzle, il découvre qu'il s'agit en fait du docteur Anna Stelling, la créatrice de souvenirs. Il ira alors délivrer Rick Deckard et, suite à un affrontement avec Love, il l'emmènera auprès de sa fille. Bon, maintenant, attaquons-nous à l'analyse de ce film. Déjà, analysons la continuité des symboles hérités du premier volet. Prenons par exemple l'une des images principales de Blade Runner, premier du nom, les yeux. Et on se rend rapidement compte que ceux-ci sont toujours aussi importants dans 2049. Si vous vous rappelez, on avait évoqué le fait que le patron de l'entreprise qui s'occupait de la fabrication des réplicants, la Tyrell Corporation, se faisait crever les yeux par sa propre création. Les yeux, le miroir de l'âme, la pyramide, bref, l'humain avait joué à Dieu et ça s'était retourné contre lui. Ici, Wallace, la tête pensante de la nouvelle usine, est directement aveugle. Il est déjà souillé, mais il a comblé ce handicap grâce à la technologie. Il se pense être le dieu de ce monde, souhaitant utiliser les réplicants comme main d'œuvre pour étendre les colonies extraplanétaires. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il appelle les réplicants ses anges. Et ce fossé se créant entre Dieu et les humains est d'autant plus grand dans ce film, car on peut suivre une sorte de pyramide, encore une fois, hiérarchique. Dieu, les humains, les réplicants, les IA qui servent les réplicants. Oui, car les réplicants peuvent posséder des intelligences artificielles qui sont à leur service. Et il y a beaucoup de choses à dire au sujet de ces intelligences artificielles. Celle que l'on voit dans le film se prénomme Joy, et sert de femme de substitution à l'agent K.
Celle-ci, simple hologramme, est programmée pour répondre aux fantasmes et à toutes les envies du répliquant. Au fil de l'histoire, on a presque l'impression qu'elle-même se met à ressentir des sentiments, mais le doute persiste car sa programmation de base vise à répondre aux moindres désirs de K. Et parlons de cette magnifique séquence où Joy se superpose à une réplicante afin de contenter son mari entre guillemets, comme pour essayer de se sentir humaine, vivante. Mais qui le veut? L'IA ou K? Une fois de plus, le doute est de mise. Qui souhaite cette humanité? Qui est humain, qui ne l'est pas? Dans tous les cas, on apercevra plus loin dans le film la publicité holographique de Joy. Et cette apparence peut paraître très angoissante, tant par sa taille imposante que par ses yeux sans vie. Et je vais m'arrêter sur cette image. Que représente cet instant précis? Vous avez certainement tous reconnu l'œuvre de Michelangelo, le plafond de la chapelle Sixtine et de cette représentation de Dieu. Je pense que cet instant du film est là pour montrer le fossé qu'il y a entre l'IA et les réplicants. Alors reprenons notre jolie pyramide. Dieu, les humains, les réplicants, les IA qui servent les réplicants. Et là, tout prend son sens. Le fossé qui sépare Dieu des hommes est aussi grand que celui qui sépare les réplicants de l'intelligence artificielle qui les sert. Bref, humains, Dieu, réplicants, intelligence artificielle, tous sont dans la pyramide, tous sont supérieurs ou inférieurs à d'autres formes d'existence, mais tous ont des souvenirs, tous existent. Et ce n'est pas tout, parce qu'une autre forme de vie vient encore s'ajouter à cette liste. Le docteur Anna Stellin, le résultat de l'accouplement entre une réplicante et un humain. He's a replicant. Ok, on a compris Ridley. Bref, le résultat est cette femme, qui est au moins à moitié une créature artificielle et qui pourtant est la plus humaine de cette histoire. Son rôle est de créer des souvenirs afin de les implanter dans les réplicants. Elle met ainsi une partie d'elle-même dans toutes ces mémoires artificielles qu'elle crée, comme elle le dira à K. Elle est le seul personnage des deux films à être foncièrement bon, à ne vouloir que le bien d'autrui. Oui, le docteur Anna Stellin est la personne la plus humaine de ce récit. Comme quoi, l'altruisme, la gentillesse et la délicatesse peuvent prendre n'importe quelle forme et apparaître là où on s'y attend le moins. Ok, sinon parlons encore de l'autre grand thème majeur de Blade Runner, le doute. Le doute d'être humain, le doute du chemin à emprunter, le doute de la véracité de ses propres souvenirs. J'avais très peur qu'avec cette suite, Denis Villeneuve confirme le statut de Rick Deckard. Mais heureusement, le bonhomme a eu l'intelligence de prolonger le doute et de ne pas répondre à cette question. Et celle-ci s'amplifie davantage encore avec ce second volet. Et il en joue d'ailleurs, le sagouin. Sagouin? Is it real? I don't know. Ask him. Mais ce n'est pas le point central du scénario, loin de là. Car l'un des éléments les plus importants de cette nouvelle histoire est la place qu'occupe l'agent K dans cet univers. Tout au long de Blade Runner 2049, on suit ce répliquant qui contemple ses propres doutes, qui reste insensible la plupart du temps, explose même parfois sous l'effet de l'incompréhension de sa propre existence, mais surtout, souhaite être quelqu'un. S'étant auto-persuadé d'être un élu, d'être spécial au sein de ce monde mord, il croyait plus que tout qu'il était l'enfant né d'une réplicante, et donc un être exceptionnel. Mais au final, ce n'est pas lui. Il n'est personne, il n'est qu'un élément semblable à tous les autres de la masse. Un petit point invisible. Et ceci représente la plus grande frayeur des humains et est selon moi une critique de l'envie d'être prêt à tout pour se sentir spécial, d'être unique, d'être aimé. De là au besoin de reconnaissance sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un pas. Nous tous souhaitons être reconnus pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait. Mais au final, que l'on soit humain, répliquant, intelligence artificielle, tout ce que nous voulons, c'est exister, être aimé. Bref, j'espère que si un jour il y a un troisième volet, il saura aussi bien porter son héritage que l'a fait 2049. En attendant, je vous propose d'écrire en commentaire ce que vous avez pensé vous de 2049 et de Blade Runner de manière générale. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Film Psy. A très vite. Ah!